climat. Écoutez, ce que je vous propose, avant de débuter puis de présenter les intervenants, c'est de laisser la parole à Madame Laurence Luçon, donc directrice générale adjointe du Crédit Agricole Charente-Périgord, pour introduire cette matinée. Je vous débarrasse, messieurs, je me suis un petit peu... Je vous laisse le micro ou celui-là Comme vous voulez. Il marche bien, celui-ci? Oui, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Voilà, il y a quelques personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Moi, je suis ravie de faire cette introduction. Je rejoins tout juste les équipes de la Caisse régionale Charente-Périgord. Donc, c'est une belle entrée en matière pour moi. Enfin, ça fait 10 jours, mais c'est quand même assez récent. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui pour cette matinale. Vous souhaitez aussi les bienvenus. Peut-être pour certains, c'est la première fois que vous venez dans nos locaux. Bienvenue à tous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez noté, hasard du calendrier ou pas, ou alors les équipes sont assez facétieuses, mais en ce moment même se déroule la COP30. Alors on se demande pourquoi tout le monde est à Belém alors qu'on a un événement de cette ampleur aujourd'hui en Charente. Alors apparemment c'était juste le hasard, mais en tout cas je le mentionne parce que ces sujets d'environnement, de climat, d'énergie, on voit qu'ils portent un niveau de complexité assez aigu. Avec des échanges, alors si on remonte au niveau mondial, qui sont empreints de beaucoup de tiraillements. Vous l'avez là aussi sans doute lu ou entendu, avec d'un côté des événements climatiques à répétition, à la fois sur notre territoire français, ici en Charente, et également en Dordogne, mais à l'échelle mondiale, avec, voilà, vous le savez aussi, une hausse des températures. Voilà, on se posait beaucoup de questions, on y est, c'est acté, les dérèglements climatiques sont amenés à se répéter, et pourtant, on vit aussi un certain nombre de désengagements de certains pays, un certain flottement, qui n'aide pas à y voir clair dans la trajectoire qu'on doit emprunter, à la fois sur des sujets de décarbonation, à la fois sur des sujets de risque de transition qui sont liés aux réglementations et aux choix des consommateurs, et qui n'aident pas à la bonne prise de décision. Alors si on ajoute à ce panorama de la complexité des réglementations, là aussi, qui ont un peu flotté, que ça soit à l'échelle mondiale, européenne. Apparemment, il y a un gros mot à ne pas prononcer, mais je le prononce quand même, CSRD, où on est vraiment, pour l'instant, dans un flottement. On sait que ça va arriver, mais on ne sait pas quand ni comment. Et je pourrais le répéter. Et le sujet aussi des boosters et des subventions qui sont là aussi avec un certain nombre de flottements dans la prise de décision, qui ne nous aident pas, nous tous, le tissu économique, à s'engager avec la visibilité qu'on aimerait avoir. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que ces échanges à un niveau local, très ancré dans notre territoire, sont importants, nécessaires pour qu'on partage tous la connaissance, les interrogations, les choix les plus pertinents pour nous guider, donc de se détacher aussi de cette incertitude voilà, qui se situe à un plus haut niveau, pour rester bien ancré dans le sol, dans des décisions locales. Ces sujets-là, ils sont évidemment en lien avec l'environnement, mais ils sont totalement connectés au business locaux, au sujet de performance et de compétitivité. Donc là encore, ça renchérit la nécessité d'avoir un échange qui se situe là, alors dans ce club, mais ailleurs. Mais je crois, moi, beaucoup au partage de connaissances, aux bonnes idées
des uns et des autres pour nous enrichir et nous éclairer. Et c'est ce qu'on va faire ce matin sur un sujet plus particulièrement qui va participer à la fois à combiner environnement et performance des entreprises. Je remercie par avance tous nos intervenants qui vont apporter ces éclairages passionnants. Et puis, bon, on le sait tous, ça se joue aussi après dans les échanges, dans les questions, et j'espère qu'il y en aura de nombreuses, pour permettre, encore une fois, d'enrichir nos connaissances et guider la prise de décision. Merci encore une fois à vous tous d'être venus ce matin. Merci à nos intervenants. Merci à tous ceux qui ont organisé l'événement. Je ne pourrai malheureusement pas rester jusqu'au bout. Et je vous souhaite une très très bonne matinée. Encore merci beaucoup. Bonne matinale. Et donc, place à la première table ronde, c'est ça? Tout à fait. Merci, merci Madame Luçon. Donc peut-être juste avant, je vais aussi me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Patrick Ourly, je travaille au centre d'affaires énergie-climat, ici même, au Crédit Agricole Charente-Périgord. On propose donc, nous, des solutions, bien sûr, de financement sur ces sujets de transition énergétique, mais aussi on a développé une connaissance de l'écosystème local, Madame Luçon en parlait, et on est en capacité de vous orienter sur vos décisions et de vous mettre en relation avec des tiers de confiance, des partenaires, je veux dire, au niveau local, mais aussi au niveau national, puisqu'on a une filière Crédit Agricole Transition Énergie qui a aussi un écosystème national et qui peut vous aider sur ces sujets-là. Écoutez, merci d'être présent. Pour commencer, peut-être je vous propose un tour de table pour vous présenter. Je ne sais pas, je me tourne de ce côté, peut-être pour commencer. Cyprien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je me présente, Cyprien Dumont, donc directeur général de Airpur, du groupe PPLB. Représenter les sociétés donc Puisiou, Fondation et Airpur. On propose aujourd'hui d'accompagner les gens à investir donc les bâtiments. On va de la fondation jusqu'à la charpente et la partie solaire avec Airpur. Voilà, sur le territoire de la Dordogne. Merci, Valentin. Bonjour, Valentin Bonnet, je suis directeur de la transformation chez LM Soleil. Chez LM Soleil, on propose des solutions photovoltaïques à destination des professionnels et des collectivités, aussi bien sur des grandes toitures que sur de petites installations au sol, en autoconsommation, mais on y reviendra plus tard. Merci, donc je me tourne de ce côté. Kevin, tu as le micro. Bonjour à tous, donc moi je suis Kevin Boisserie, je dirige le cabinet Place des Énergies à Bordeaux. On conseille les entreprises en tant qu'acheteurs d'énergie externalisée. Notre objectif est très simple, c'est de réduire le montant des factures d'électricité et de gaz. Merci Maximilien. Bonjour à tous, moi c'est Maximilien Leroy, je suis le représentant de l'entreprise Clever Energy, qui est un bureau d'études qui réalise des audits énergétiques sur les sites industriels, bâtiments tertiaires, et le but c'est de faire des économies d'énergie dans les bâtiments. Ok, merci à tous. On va rentrer dans le cœur du sujet. L'idée, donc, c'est d'échanger pendant environ 2 heures, donc jusqu'à 11h30. On aura un temps de questions, bien sûr, sur ces sujets de réduction de la facture énergétique en vue de réduire les charges énergétiques d'une entreprise, mais aussi d'une collectivité, d'un agriculteur. L'idée, c'est de regarder trois niveaux, 3 leviers d'action. D'abord travailler sur l'efficacité énergétique, réduire mes consommations, ensuite travailler sur la production d'énergie, produire moi-même mon électricité pour réduire l'électricité appelée sur le réseau, et enfin travailler sur l'optimisation du contrat, enfin de vos contrats d'énergie, donc d'électricité et de gaz. Donc on va dérouler cette table ronde dans cet ordre-là. Ça nous paraît un ordre logique, de réduire ses consos, d'autoproduire et puis ensuite de travailler sur le contrat. Mais
Bien sûr, ce sont des actions qui peuvent être menées de front en fonction des opportunités marché, en fonction des subventions, des tarifs. C'est des actions qu'on peut mener en parallèle. Donc, le premier sujet, comme je le disais, c'est l'efficacité énergétique. Donc, je vais me tourner vers Maximilien. On a dit, enfin, je viens de dire, la première chose, c'est de réduire nos besoins, réduire ses consommations. Et du coup, la première question que j'ai envie de poser, c'est par où commencer? Je suis une entreprise, par où commencer pour réduire mes consommations, finalement? Alors pour commencer, pour réduire les consommations, il faut les comprendre. Il faut savoir où part l'énergie, où on la consomme. Est-ce que c'est pour le confort, la partie chauffage? Est-ce que c'est sur la partie process? Est-ce que c'est sur la coquille du bâtiment? Donc pour commencer, bien analyser son bâtiment, le comprendre et le diagnostiquer. Alors pour diagnostiquer, on peut faire deux choses, mettre un plan de comptage ou réaliser un audit énergétique sur son bâtiment. Ok, donc premier levier, enfin, premier niveau d'action, c'est de bien connaître ses consommations et agir sur les principaux postes, j'imagine, qui sont les actions les plus efficaces. Peut-être avant de rentrer dans l'audit énergétique, qui est, dont vous allez peut-être détailler le déroulé, est-ce qu'il y a des actions que tout le monde peut faire, on va dire, de bon sens pour diminuer ses consommations? Peut-être avant d'aller dans des travaux, dans des lourds travaux. Alors le bon sens, c'est un très beau, c'est une bonne signification. Le bon sens, en gros, c'est réfléchir à comment économiser ses énergies facilement. Je prends une pièce, je prends une salle, je prends une zone. S'il n'y a personne dedans, on va essayer d'éteindre la lumière, de réduire la température pour passer en hors-gel si on peut, tout en réfléchissant aussi au bon process du site. On peut mettre en place aussi une maintenance s'il n'y en a pas, ou la vérifier si les filtres sont bons, si nos réseaux ne sont pas emboués, vérifier le rendement de nos équipements. Tout ça, c'est du bon sens, c'est tout ce qu'on peut faire tous ou se faire aider. Après, une action simple, c'est donc consulter et mettre en place une intelligence sur le bâtiment, comme une GTB, qui, elle, va permettre tout de suite de réduire les économies d'énergie, parce qu'en fait, on va rendre intelligent le bâtiment. Ok, donc finalement, les actions de bon sens, elles peuvent se faire manuellement, si je comprends bien, mais aussi grâce à une intelligence. Donc ça peut nécessiter des petits investissements qui permettent de piloter au mieux les équipements. Ensuite, vous avez parlé du sujet d'audit énergétique. Donc ça, c'est pour aller plus loin dans le diagnostic, on va dire, de son bâtiment, de son process, de ses bureaux. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'est un audit, quels sont les intérêts pour une entreprise? Alors en fait, un audit, c'est faire venir un sachant chez vous. C'est faire venir quelqu'un qui a la compétence de trouver les surconsommations. Donc en fait, c'est un ingénieur, un sachant, qui va venir chez vous, qui va tout identifier. Vos systèmes de chauffage, votre process, la façon dont vit votre bâtiment. Et de déterminer où part l'énergie excessivement. Et après, son but, c'est comme un médecin, il identifie les problèmes, il va essayer de soigner votre bâtiment. Il va essayer de trouver des solutions pour économiser l'énergie, tout en ayant toujours un regard sur la qualité de vie des employés, tout en ayant un regard sur l'aspect réglementaire aussi du site, mais aussi en prenant soin de votre trésorerie, en prenant soin à vous proposer des solutions sur lesquelles le retour sur investissement serait le plus intéressant pour vous. Voilà, ça, c'est le but d'un audit énergétique. Ok, donc l'audit permet d'affiner, on va dire, la connaissance de son bâtiment, la connaissance de ses consommations pour avoir des propositions d'action de réduction des consommations. Vous avez parlé d'actions les plus intéressantes, justement. Quelles sont comment on priorise, comment moi je vais prioriser avec mon audit énergétique mes fiches actions, comment je vais prioriser les actions les plus intéressantes à faire? Dans un premier temps, il y aura l'aspect réglementaire. D'accord. Aujourd'hui, on a de plus en plus de réglementations, donc déjà, c'est répondre à ces problématiques-là. Ensuite, on a la problématique de trésorerie, donc le retour sur investissement. Donc il faudra bien vérifier si l'objectif est de réduire ses consommations, mais qu'elle soit aussi intéressante financièrement. D'accord. Et le confort aussi des salariés. Le confort est très important parce que le salarié, on va voir plus tard qu'il a une part importante aussi dans la réussite du projet. Et après, il y a toute la partie décarbonation aussi qui est très importante, qui est aussi un gros axe de développement.
D'accord, on peut faire ça pour décarboner, mais avant tout, mais aussi essayer de mener des actions, on va dire, avec un intérêt économique, comme le disait aussi Madame Luçon dans l'introduction. Et justement, par rapport à ce ROI, ce temps de retour sur investissement, qu'est-ce que vous constatez comme temps de retour acceptable par les entreprises sur des actions d'efficacité en termes de durée, du coup? Alors, dans l'industrie, on vise entre 2 et 3 ans de rentabilité, quand ce n'est pas directement financé par les C2E. Donc on essaie de viser toujours 2-3 ans. Dans le tertiaire, on est plus sur 5 ans. C'est plus compliqué le tertiaire, d'accord ? Pour mener des actions assez simples et précises, la mise en place d'une GTB permet par exemple de réduire jusqu'à 15% nos économies d'énergie. La déstratification permet aussi d'économiser entre 15 et 20%, voire 25% des fois, d'économies d'énergie. Et une part importante aussi, là-dedans, sur le retour d'investissement. Souvent, j'ai des clients qui me disent « Oui, mais si j'investis 50 000 € par exemple, mon retour d'investissement est beaucoup trop long parce que je paye mon énergie vraiment pas cher. » Parce que Kevin a bien fait son travail, il a réussi à bien négocier les tarifs, ce qui fait que finalement, mon retour sur investissement est plus long. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, demain, quand le prix changera, vaut mieux être tout de suite et avoir commencé à travailler qu'attendre la sentence. Ok, merci. Oui, ça fait le lien avec le prix de l'énergie dont on va parler après, Kevin. Tu as parlé de déstratificateur. C'est quoi un déstratificateur, peut-être ? En gros, la déstratification, c'est quoi ? C'est l'air chaud monte, d'accord ? On va récupérer en fait les calories en haut du bâtiment. Donc toute cette énergie-là, on va la récupérer avec des gros ventilateurs. On va la propulser en bas et en fait, on va uniformiser l'ambiance du bâtiment. Et grâce à ça, on peut aller jusqu'à 2-3 degrés de température. Donc ces degrés-là à récupérer, c'est l'énergie gratuite, d'accord ? Et ça nous permet justement d'économiser la production de cette chaleur. Donc la déstratification est vraiment un bon axe. Et en plus, elle est aidée par le gouvernement, donc autant en profiter. D'accord. Donc, la déstratification, c'est un bon exemple pour les grands volumes. Est-ce que tu as d'autres exemples d'actions types que vous faites ou d'actions que vous avez menées qui étaient exemplaires et qui étaient intéressantes financièrement pour les entreprises ? Et bien, il y a aussi le relamping. Le relamping, c'était très intéressant et c'est toujours intéressant. Alors, à l'époque, il y avait des C2E dessus, maintenant, il n'y en a plus. Mais on va dire que le retour sur investissement est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'un néon va consommer énormément d'énergie comparé à une LED. D'accord ? Même la durée de vie, le néon est interdit maintenant, le retour sur investissement du relamping est très intéressant. Par exemple, hier, j'ai clôturé un petit projet de relamping sur un transporteur, 13 000 € de relamping, et en 1 an et demi, c'est remboursé. D'accord ? Donc, j'ai un autre projet, une grosse fonderie. Bon, on est parti sur... C'était une question, tant pis. J'ai une fonderie, une énorme fonderie en Bretagne, 500 000 € de travaux, fourniture et pose de tout ce qui est partie relamping, et en 7 mois, ça a été rentabilisé. Il y a plein d'actions comme ça où finalement, sur la déstratification, le relamping, la GTB, bon, c'est complètement la question, tant pis. Sur la GTB, par exemple, j'ai un site, c'est des concessions automobiles. Ils ont plus de 60 concessions automobiles. Ils doivent répondre aux décrets BACS et décrets tertiaires. Et ils doivent mettre en place une GTB. Et cette GTB-là, sur pas mal de sites, à 80 000 € la GTB, en gros, en 4 ans, elle est rentabilisée. Parce qu'on va faire tellement d'économies en fait, sur la partie chauffage, process, limitation de température, qu'on va tout de suite trouver un intérêt à mettre cette intelligence-là en place. Ok, donc plein d'exemples, c'est intéressant. Tu as parlé d'une fonderie, donc tu as parlé de relamping. Donc relamping, c'est du passage en LED, de l'éclairage, j'imagine. Tu as parlé d'une fonderie, j'imagine que l'éclairage dans la fonderie, ça ne doit pas être son gros de consommation. Donc on en a parlé tout à l'heure, de travailler d'abord sur les grosses consos. Et donc du coup, il y a le process sur une fonderie, ça devait être aussi un gros poste. Vous avez agi aussi dessus ? Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait venir un auditeur sur les sites. On va non seulement regarder l'aspect économie d'énergie, mais on va aussi regarder comment la récupérer. Donc on n'a pas la déstratification, mais aussi la chaleur fatale. De faire venir des sachants sur vos sites permet aussi de regarder, voilà, j'ai un compresseur d'air, et j'ai une cabine de peinture, et j'ai des fours. Typiquement, sur les fours, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré la chaleur rayonnante des fours, et on va l'utiliser pour chauffer des zones hors gel, pour faire de l'ECS. On va récupérer la chaleur fatale et ça, c'est vraiment très intéressant. Surtout que des fois aussi, encore une fois, c'est financé par les C2E.
Ok, c'est quoi alors les C2E? Ça fait 2 fois que tu en parles. Les C2E, en fait, c'est des économies, c'est un certificat d'économie d'énergie. On va dire que les gros pollueurs, comme Total par exemple, eux, à la place de payer finalement des taxes, des charges, préfèrent donner de l'argent, d'accord, pour investir sur l'économie d'énergie. Donc les C2E, c'est quoi? C'est des aides de l'État qui proviennent finalement des gros pollueurs, d'accord, et nous, on va les utiliser pour justement financer les travaux. Je me permets de compléter sur les C2E. Donc effectivement, ça provient des gros pollueurs. Mais qui paye les gros pollueurs? C'est les entreprises. Donc sur les factures d'énergie, vous payez des C2E qui alimentent la caisse des gros pollueurs. Donc c'est de l'argent que vous récupérez. Donc il faut le demander les C2E. Donc il faut passer sur des experts comme Maximilien pour récupérer un maximum de C2E. D'accord, c'est une prime due par les gros fournisseurs et du coup qui est payée par le consommateur au final. Okay, donc c'est important de les récupérer, de les valoriser quand on fait des travaux d'économie d'énergie. Et important, ça évolue. D'accord. Il y a encore 2-3 ans, on avait des aides pour faire tout ce qui était relamping. Il y a 2-3 ans, on avait des aides pour faire tout ce qui était GTB. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'aides où elles changent d'axe. Aujourd'hui, les C2E vont plus être sur la coquille du bâtiment, sur la géothermie, sur la décarbonation, d'accord, sur la déstratification. Mais ça change. Donc en fait, si on se dit, voilà, je sais que cette fiche-là existe, dites-vous que peut-être dans 6 mois, 1 an, elle n'existe plus. Donc tant que vous n'avez pas généré le chiffrage, tant que vous n'avez pas signé votre devis, vous n'avez pas bloqué vos C2E. Donc c'est important d'être toujours en alerte et de se faire conseiller là-dessus. Ok. Merci. Sur la partie tertiaire, on va dire, bâtiment, bureau, enfin, ou tertiaire plus largement, un des premiers volets de dépenses énergétiques, de charges énergétiques, le premier poste souvent qui revient, c'est le chauffage. Chauffage, ventilation, rafraîchissement, climatisation. Est-ce que vous avez des trucs, enfin, comment agir sur ce volet-là, sur ces domaines-là? Alors dans le tertiaire, effectivement, c'est le chauffage qui consomme le plus d'énergie. Première chose simple à faire, en bon sens, c'est la maintenance. Vérifier que la maintenance est bien faite. Encore une fois, si les filtres sont encrassés, le rendement est médiocre. S'il y a de la boue dans mon réseau, le rendement est médiocre. Si le débit d'air de mes réseaux ne sont pas vérifiés et étalonnés, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Donc déjà la maintenance, d'accord, trouver une bonne maintenance et bien la suivre. Ensuite, pourquoi pas aussi changer d'équipement. Si le rendement s'avère pour une vieille chaudière qui n'est plus bon, pourquoi pas changer de technologie, passer sur une pompe à chaleur, sur de la géothermie, sur de la biomasse. Le changement de technologie est très important pour la décarbonation, donc il y a beaucoup d'aides là-dessus. Et ensuite, si on a déjà un équipement, par exemple une pompe à chaleur, mais si elle n'est pas régulée, ça ne marche pas très bien non plus. Donc pensez tout de suite à mettre une commande centralisée sur votre bâtiment ou une installation d'une GTB pour piloter tout ça. Tout ça, ça va aider un bâtiment tertiaire à mieux vivre et à mieux consommer. Très bien, tu en as parlé au début, le pilotage, la régulation, c'est un sujet important. Et après, passer sur des remplacements d'équipements quand les équipements sont plus performants. Et tu as parlé de biomasse, de géothermie. Il y a de dispositifs d'aide qui existent sur ce sujet. Je crois qu'il y a Monsieur Lamoureux ou Madame Gourina du conseil départemental qui propose une aide sur le sujet. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser la parole. Comme ça, je vais vous laisser expliquer ce que vous pouvez apporter en termes de subventions sur la chaleur renouvelable, c'est ça? Merci beaucoup. Donc, comme vous me l'avez présenté, donc, je suis Théotime Lamoureux et avec ma collègue Séverine Gourina, on travaille au conseil départemental de la Charente. On a reçu en fait une délégation de la part du Fonds Chaleur de l'ADEME qui accompagne notamment les projets en chaleur renouvelable. Donc nous, on agit sur le territoire de la Charente, mais ce dispositif est disponible sur tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Et on va accompagner donc, la chaleur renouvelable, les projets, que ce soit sur la géothermie sur sonde ou géothermie sur nappe. On va aussi accompagner la biomasse, le solaire thermique, notamment pour la production d'eau chaude sanitaire. On a parlé tout à l'heure, enfin vous avez parlé par exemple des fournaises, donc là il y a de la récupération de chaleur fatale. Là aussi on va avoir des aides qui sont assez importantes pour pouvoir aller financer, diminuer du coup le temps de retour sur investissement et accompagner différentes entreprises, collectivités, associations, tout sauf les particuliers.
On intervient à différents moments. On va accompagner sur les études aussi, à peu près à 70% hors taxe, pour tout ce qui va être AMO ou tout ce qui va études énergétiques notamment. Et on va accompagner sur la partie travaux. Alors les pourcentages, ça dépend surtout de la production de mégawattheures qui sont sortis. Et ce dispositif est aussi cumulable dans certains cas, notamment pour la biomasse et dans la géothermie à partir de janvier, avec les certificats d'économie d'énergie qui ont été présentés avant. Donc voilà, nous on a des aides qui vont jusqu'à mai 2027, donc avec une enveloppe qui est déjà structurée. On sait que les budgets de l'État parfois changent un peu chaque année. Nous c'est bon, c'est garanti jusqu'à mai 2027, et du coup on serait ravis d'avoir des projets entreprises, voilà, pour les changements d'équipement, on en a parlé, ou même pour du renouvellement de chaudières biomasse. Merci beaucoup, c'est très clair. En tout cas, vous êtes là, on peut s'adresser à vous directement si on a des sujets, des projets. Vous l'avez dit, ces aides, elles existent. Donc vous représentez le conseil départemental de la Charente, mais en fait sur toute la Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est ça, c'est possible de solliciter ces aides. Ok, on a parlé très rapidement, Maximilien, tu as parlé de réglementation sur le sujet de l'efficacité énergétique. Quelles sont les principales réglementations finalement qui peuvent toucher des entreprises sur ce sujet-là? Alors, on a le décret tertiaire et le décret BAX. En gros, le décret tertiaire, c'est quoi? C'est tout type de bâtiment, d'accord, de plus de 1000 m², sauf industrie et agroalimentaire. D'accord ? Tous ces bâtiments de plus de 1000 m² doivent réaliser des économies d'énergie avec une échéance. Et tous les ans, ils doivent, sur le site du gouvernement Opérate, envoyer leur consommation. D'accord ? Donc en gros, décret tertiaire, c'est quoi ? C'est la réduction des énergies dans le bâtiment. Le décret tertiaire, lui, se rajoute sur le décret BAX, et c'est tout type de bâtiments qui ont une puissance de plus de 70 kW. En gros, beaucoup de bâtiments ont plus de 70 kW, d'accord ? Et là-dessus, le décret tertiaire demande quoi ? La mise en place d'une intelligence sur le bâtiment. En gros, une GTB. La GTB, elle, va permettre de réguler les équipements, de pouvoir piloter l'éclairage, le chauffage, de faire l'enregistrement des températures, l'enregistrement des consommations sur 5 ans, d'accord ? Donc le décret BAX, lui, il est vraiment là pour réduire la consommation. Et le décret tertiaire, décret BAX, lui, il est fait pour cibler une prestation qui est l'intelligence du bâtiment. Parce que dans le décret BAX, pour réduire l'énergie, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi isoler le bâtiment, tout simplement. D'accord ? Voilà, et c'est obligé aussi d'avoir une maintenance sur le site. D'accord, merci. Peut-être pour rester sur le sujet réglementaire, je me tourne vers vous sur le photovoltaïque. Valentin, est-ce qu'il y a des obligations dans le photovoltaïque aussi ? On en parlera après, hein, du photovoltaïque dans le détail, mais peut-être pour faire un focus réglementaire là-dessus. Oui, bien sûr. Si on prend les deux dernières lois, Climat Résilience de 2021 et la loi APER, donc d'accélération de production d'énergie renouvelable de 2023, et qu'on en fait une synthèse, on a aujourd'hui l'obligation, donc c'est soit de solariser ou d'installer de la végétalisation sur les bâtiments neufs à partir de 500 m², et les parkings à partir de 1500 m², avec un effet aussi rétroactif pour les bâtiments et parkings existants jusqu'à 2030, pour faire simple. Ok. Il n'y a pas eu des évolutions réglementaires récemment ? Alors, récemment, il y a eu pas mal d'allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. Ce qui en est ressorti en synthèse, c'est que mi-mai, ils ont trouvé un accord où ils acceptent un mix entre solarisation plus complément en arbre, avec un minimum de solarisation de 18% de la superficie obligatoire. D'accord, donc l'obligation existe toujours, quoi. Bien sûr. Et elle existe toujours, et on sait qu'en février 2026, le Sénat va examiner un projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne pour continuer à consolider ces réglementations et ces obligations pour atteindre la solarisation à partir de 130 m² sur les bâtiments non résidentiels, par exemple,
Donc voilà, on sait que ces projets de loi vont être à l'étude dès l'année prochaine. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je reviens, Maximilien, vers toi. Sur l'aspect efficacité énergétique, quelles sont les... on va dire peut-être les conditions de réussite d'un projet et puis comment pérenniser ces consommations. Tu as parlé de, enfin ces travaux d'efficacité énergétique, pardon. Tu as parlé de maintenance. J'imagine que c'est un des leviers. Oui, une fois que les travaux sont réalisés, la mission ne s'arrête pas là. Il faut les suivre, c'est-à-dire qu'il faut, dans tout le cas, le décret tertiaire et le décret maximum nous impose une maintenance. Mais le suivi de cette maintenance est très important pour vérifier que finalement les économies d'énergie voulues, désirées, soient au rendez-vous. Donc la maintenance est un axe majeur. Ensuite, il y a l'analyse des consommations. L'analyse des consommations est très importante aussi. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fixé des objectifs, normalement calculés et devraient aboutir. Si on n'y arrive pas, c'est qu'il faut réauditer et recomprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que l'analyse n'a pas été bonne ? Est-ce que la mise en œuvre des travaux ont été caduques ? Est-ce que le personnel sur site joue le jeu ou pas le jeu ? On verra que le personnel sur le site est très important pour une réussite du projet. D'accord ? Et après, il faut peaufiner la GTB s'il y a besoin de peaufiner la GTB. Voilà, c'est vraiment du bon sens et du suivi. Ok, merci. C'est clair. Est-ce que on va aborder le sujet du photovoltaïque ? Est-ce que je ne sais pas si tu as d'autres des compléments, d'autres points que tu voulais souligner ou c'est bon, fais le tour. Non, vraiment l'important dans le bâtiment pour réussir à faire des économies d'énergie, c'est de un bon diagnostic, de bien l'avoir compris, d'avoir bien identifié où va mon énergie, d'avoir confiance que ça va demander des efforts, un investissement et de suivre tout ça. D'accord ? On a des ingénieurs pour nous aider, on a l'État pour nous aider à le financer. Aujourd'hui, il faut le faire, il faut avancer là-dessus. Voilà. Pour moi, il y a, hormis le frein qui pourrait être notre trésorerie, d'accord, on n'a pas, par exemple, on n'a pas 150 000 € à dépenser pour un changement de PAC. Bah, sachez qu'on a des aides de l'État, on a des C2E pour le faire, mais aussi des systèmes de financement comme le leasing qui permet finalement de lisser finalement l'investissement. Et quand on arrive à le faire, les économies générées grâce à la pompe à chaleur, bah, cette économie de trésorerie va financer le leasing. Donc au final, ça revient finalement à un projet à zéro, lissé à long terme. Donc très important, ne pas se fermer les portes, se donner la possibilité d'être suivi, aidé, et après vous avez l'enveloppe et à vous de jouer. Merci Maximilien. Donc on l'a dit en introduction, un autre levier pour réduire sa facture énergétique, c'est de produire sa propre énergie. Le conseil départemental a parlé d'énergie renouvelable, de chaleur renouvelable. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, de produire son électricité via le photovoltaïque. C'est le deuxième thème finalement. Donc c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation photovoltaïque. Valentin, peut-être je t'ai laissé présenter ce qu'est le photovoltaïque et le principe de l'autoconsommation. Oui, alors il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, plus de 90% des panneaux qui étaient installés en France pour la production d'électricité solaire a été à destination d'être racheté par l'État. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est vraiment remis en cause, notamment par l'instabilité politique et aussi par les questions de budget, où il faut chercher des économies partout, et donc les énergies renouvelables n'en sont pas exonérées. Donc ce modèle-là où on produisait et on vendait l'ensemble de l'électricité à l'État, on va dire que c'est un petit peu le modèle d'hier. Aujourd'hui, maintenant, ce qui émerge et ce qui est mis sur le devant de la scène, c'est des installations qui ont un peu plus de bon sens, c'est-à-dire qu'en face de la production d'électricité, on va mettre une consommation pour que ces électrons soient en direct consommés. Alors ils peuvent être soit consommés directement sur le site, on va parler d'autoconsommation individuelle, ou alors on va même pouvoir passer par le réseau pour les distribuer à d'autres consommateurs, et à ce moment-là on va parler d'autoconsommation collective. Après, au niveau de l'installation photovoltaïque, ça ne change pas. On peut toujours installer les panneaux en toiture, sur des ombrières de parking, ou aussi sur des petites unités au sol. Ok,
D'accord, c'est clair. Peut-être pour alterner la parole, je vais laisser la parole à Cyprien. Donc, tu as parlé d'autoconsommer sa propre énergie, sa propre électricité. Est-ce que tout le monde peut le faire? On a parlé de public-privé. Est-ce que c'est réservé à tout le monde? Et qu'est-ce qu'un bon autoconsommateur? Pour répondre à la première question, qui peut autoconsommer? Aujourd'hui, n'importe qui peut autoconsommer, autant un particulier qu'un industriel, qu'un agriculteur, qu'une collectivité, que ce soit privé ou public, n'importe qui peut consommer. Après, pour définir un bon consommateur, il faut, comme le disait Valentin juste avant, il faut que la courbe de consommation soit équivalente à la courbe de production. Aujourd'hui, le solaire, il est fait par le soleil. Donc, grosso modo, à partir de 8 h du matin, les panneaux commencent à produire et jusqu'à 18, 19 h, en fonction des périodes, que ce soit l'hiver ou l'été, on a des plages de production des panneaux qui est un peu différente. Donc, c'est là où c'est important d'allier la courbe de consommation de la personne qui va consommer et la courbe de production, pour qu'aujourd'hui, tous les électrons qui sont produits soient consommés sur site. Ça, c'est plus sur la partie autoconsommation individuelle. Après, sur la partie autoconsommation collective, on va créer de l'énergie que l'on va redistribuer sur les consommateurs aux alentours, forcément aussi sur la journée. Ok, merci. Valentin, sur le sujet justement du dimensionnement de la centrale, en fonction des besoins, de la production et des besoins, est-ce que tu as des choses à rajouter? Oui, effectivement, on va utiliser deux facteurs pour pouvoir mesurer et dimensionner la bonne centrale en autoconsommation. On va regarder déjà l'énergie que l'on va pouvoir consommer en direct par rapport à l'ensemble de l'énergie produite, et on va appeler ça le taux d'autoconsommation. Ça va nous donner à peu près la performance de l'investissement dans notre centrale, parce qu'on va chercher à consommer un maximum de la production de la centrale. Le deuxième élément, ça va être de regarder cette part d'énergie consommée par rapport à la consommation totale. Ça, on va appeler ça le taux d'autoproduction, et ça va être un indicateur d'économie sur la facture. Donc, plus on va avoir un indicateur élevé, plus l'autre va être bas, et vice-versa. Donc le but du jeu sur ces installations, c'est de trouver le bon équilibre en face de la consommation que l'on a, puisque chacun a une consommation particulière. Voilà. Ok, donc en fait ça passe par, j'imagine, une analyse des consommations du site, comme tu le disais Cyprien, et l'adapter à une production potentielle, parce que le surplus, on ne peut pas le revendre, alors, ce qu'on produit en plus et qu'on ne consomme pas soi-même. Si aujourd'hui l'État ne rachète pas l'ensemble des électrons produits, ils veulent bien quand même nous racheter la part du surplus. Par contre, le tarif n'est pas au même niveau. Et dernière nouveauté, depuis ces dernières semaines, on ne peut plus le faire que sur des installations inférieures à 100 kg, puisque toute la partie appel d'offres qui permettait d'obtenir un tarif pour le surplus sur les installations supérieures à 100 kg est en stand-by jusqu'à l'édition d'une nouvelle PPE. Donc, c'est pas pour demain. D'accord. D'où l'intérêt de limiter le surplus et de dimensionner au mieux la centrale. Cyprien, est-ce que tu as des exemples de projets d'autoconsommation, justement? Oui, j'en ai un précis sur l'usine de Puisiou à Saint-Martial-de-Valette. En 2020, on décide de mettre du solaire sur nos toits. À l'époque, on a deux solutions. La première, c'est la vente totale, qui marchait quand même plutôt bien en 2020, mais on a voulu quand même, en gros, sur la surface de nos bâtiments de production industriels de charpente métallique, on avait quand même une grosse consommation d'électricité, et les prix en 2020 d'électricité, c'est un peu le boom au moment du Covid et tout ce qui s'ensuit. Donc on part sur un projet avec deux. La première qui était rentable à l'époque, c'est une centrale 500 kg en vente totale. Et à côté, on se fait une autre centrale, une 100 kg en autoconsommation,
direct et, comme l'expliquait Valentin, revente de surplus. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'usine, elle tourne du lundi au vendredi de 6h à 21h, mais le samedi et le dimanche, elle ne tourne pas, donc il n'y a pas de consommation. Donc forcément, le surplus qui est produit le week-end est revendu à un tarif beaucoup moins avantageux. Mais on s'est vite aperçu que tous les électrons produits, à partir de 2020, quand la centrale a été mise en route, a fortement réduit la facture d'électricité. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, ce qu'il faut quand même, je vais rebondir un peu sur ce que disait Maximilien tout à l'heure, l'investissement du photovoltaïque, ça reste quand même quelque chose sur du long terme. C'est pas du court terme. On le voit pas tout de suite. C'est un gros investissement au départ, mais sur le long terme, quand on réduit les factures, qu'on revend un peu le surplus, on le voit quand même. Aujourd'hui, une centrale en autoconsommation, je crois qu'on va en discuter après, ça dépend un peu le prix d'achat de chacun en fonction des contrats d'achat qu'ils ont. Mais aujourd'hui, il faut compter une dizaine d'années pour avoir un retour sur investissement, quoi. Mais le but, c'est d'arriver à faire la démarche. Et vous allez voir, forcément, il y a un retour sur investissement qui se fait. Ok, merci. Justement, tu as parlé du taux d'autoconsommation, d'optimiser ça pour réduire le surplus. Est-ce que, Valentin, tu as quels sont les outils finalement pour optimiser ce taux d'autoconsommation? Il dépend de la consommation du site, on l'a dit, mais est-ce qu'il y a possibilité d'optimiser ce taux finalement? Oui, et c'est assez simple à visualiser, puisque pour que les panneaux solaires produisent, il faut du soleil. Donc l'idée, c'est de ramener sa consommation au moment où il y a du soleil, et notamment le pic solaire qui se trouve entre midi et 14h. Si on peut essayer de déplacer certains de nos usages, un peu comme on l'a fait à l'époque de la mise en place des heures creuses, ça peut être un moyen d'optimiser ces installations d'autoconsommation. Mais après, on sait très bien que on ne peut pas non plus vivre que sur ces heures-là et travailler sur ces heures-là. Donc un autre levier qui va permettre de rendre ces installations plus flexibles, ça va être d'intégrer du stockage, des batteries. Jusqu'à présent, c'était des installations qui étaient relativement à la marge, car assez chères en coût d'accès. Les batteries se disputaient entre tout le marché automobile, la technologie, les smartphones, les ordinateurs, etc. Donc tout le monde voulait des batteries, donc le prix des batteries était très cher, les chaînes pas suffisamment industrialisées. Mais là, depuis ces 3 dernières années, on voit que régulièrement, d'année en année, les coûts sont divisés par 2. Donc on commence à envisager ces solutions pour être compétitif par rapport au prix d'électricité qu'on peut trouver. Voilà, ça commence à devenir intéressant et à pouvoir s'envisager. D'accord, les batteries, ça peut s'étudier en tout cas. Ok. Cyprien, peut-être quelles sont les étapes clés d'un projet photovoltaïque, alors peut-être en autoconsommation individuelle, comment ça marche de l'étude, on va dire, jusqu'à la mise en service? Aujourd'hui, sur l'autoconsommation individuelle, il faut faire en effet l'étude de la consommation que nous avons journalière par rapport à la production. Après, il y a toute la partie développement administratif, que ce soit permis de construire, demande préalable de travaux, demande de raccordement Enedis. Aujourd'hui, comme le disait encore Valentin tout à l'heure, on est dans le flou sur des centrales au-dessus de 100 kg parce que on ne sait pas la nouvelle PPE. Aujourd'hui, jusqu'à 100 kg, on sait qu'aujourd'hui, on peut quand même faire des demandes de raccordement. La partie développement reste quand même une partie importante parce que dans le temps, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Forcément, aujourd'hui, un permis de construire ou une demande de travaux, c'est entre 2 et 3 mois. Une demande de raccordement, c'est 2 ou 3 mois supplémentaires. Et à partir de là, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut le financer, voir ce que ça donne, et ensuite passer à la partie réalisation, installation, construction. Si on est sur un bâtiment neuf, il y a la partie fondation, partie bâtiment, partie installation. Si on est sur l'existant, il faut quand même vérifier, c'est important. C'est la capacité du bâtiment existant à recevoir une surcharge de photovoltaïque, en plus
du complexe qu'il a, d'étanchéité, de panneaux sandwich, de couverture qu'on a. Une fois que tout ça c'est fait, après il y a la partie mise en service, mais aujourd'hui on va dire qu'une étude, quand on part d'un projet, d'un début d'un projet jusqu'à la mise en service, il faut compter entre un an et demi pour commencer à autoconsommer. Après, il y a aussi le marché, comme on en parle, de l'autoconsommation collective qui commence un peu à voir le jour. C'est aussi un autre marché et aujourd'hui, il faut, via des plateformes qui existent sur Internet, trouver, aujourd'hui, vous allez peut-être produire, il faut que vous trouviez les consommateurs aux alentours. Alors, il y a des règles bien spécifiques. Je crois que la règle la plus grande, en fonction de là où est située la centrale, je crois que ça peut être 10 km autour maximum. Valentin pourra peut-être le confirmer après. Mais il faut trouver vraiment ces consommateurs et établir des contrats via une société qu'on appelle une PMO. Voilà. Okay. Donc c'est aussi une autre façon de développer l'autoconsommation qui, pour moi, me paraît aussi un peu plus longue que de faire de l'autoconsommation individuelle. D'accord, merci. Donc sur la partie, en tout cas, développement de projet, il y a toute une phase étude et administrative qui est relativement longue avant les travaux. Est-ce que, Cyprien, peut-être juste, je te laisse la parole sur la partie suivi. On a parlé tout à l'heure de maintenance des installations de chauffage qui était importante, pilotage. Sur le photovoltaïque, est-ce qu'il y a un suivi, j'imagine qu'il y a un suivi nécessaire quand même de la production qui doit se faire ? Tout à fait. Aujourd'hui, on peut suivre nos consommations. Aujourd'hui, avec les nouveaux compteurs, on arrive quand même à avoir des détails de consommation assez précises, mais on peut aussi avoir le même cas dans la partie production. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils de monitoring branchés sur nos onduleurs ou sur les compteurs des Linky qui peuvent nous faire remonter via des données en fait mobiles, on peut récupérer les productions, donc on arrive assez bien à avoir la courbe de production journalière, heure par heure, mois par mois, année par année. On arrive quand même à avoir un retour là-dessus via différents outils. Chaque outil a ses contraintes et ses inconvénients, mais aujourd'hui on peut avoir très rapidement les indicateurs d'autoconsommation. Que ce soit production ou consommation, oui, tout à fait. Et en plus de ça, il est important aussi de remettre le point sur la partie, vous parliez de maintenance, que ce soit de la maintenance préventive ou de la maintenance curative. Il est quand même important de faire une maintenance au minimum annuelle, contrôle visuel, contrôle des tensions, resserrage des vis, parce que forcément ça chauffe. Enfin, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Et le fait de pouvoir avoir une vision sur notre production, ça permet aussi demain d'intervenir rapidement s'il y a une panne. Donc là, ce sera plutôt de la maintenance curative. Donc il faudra interagir sur la centrale, que ce soit en termes de panneaux, d'onduleurs, de choses comme ça à changer, pour arriver vite à remettre en production la centrale. Ouais, oui. Tout ça, ça va de pair. Ok, la maintenance est importante. Je crois d'ailleurs qu'il y a que la majorité des assureurs imposent un contrat de maintenance sur les projets photovoltaïques, sur les centrales. Tu as évoqué le sujet de l'autoconsommation collective. Peut-être, Valentin, est-ce que tu peux réexpliquer quel est le principe, quels sont les principaux acteurs de l'ACC ? Alors, l'autoconsommation collective, l'idée, c'est de rassembler donc, au sein d'une entité juridique qu'on appelle la PMO, un terme un peu pompeux, des producteurs et des consommateurs en alimentant les consommateurs en passant par leur réseau. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs formes d'autoconsommation collective. Par exemple, ce qui est le plus déployé aujourd'hui au niveau des collectivités, qui, elles, ont potentiellement plusieurs sites de consommation et plusieurs sites où ils vont pouvoir faire de la production. C'est-à-dire que ça va être le même acteur qui va avoir toutes les unités de production et de consommation. Et là, on va parler d'autoconsommation patrimoniale. Si je veux produire et alimenter plusieurs sites, exactement. Réduire la facture de plusieurs sites, finalement. C'est ça, mais je suis la même personne qui produit et qui consomme en passant par le réseau. On va parler d'autoconsommation collective patrimoniale. Et sinon, on va parler d'opérations ouvertes à partir du moment où il y a différents acteurs
Et ça, c'est ce que des gens comme nous peuvent proposer, c'est-à-dire qu'on va faire des installations photovoltaïques que l'on va exploiter et alimenter des consommateurs. Donc le périmètre de base est de 2 km, et par dérogation, en fonction du territoire, on va pouvoir l'étendre jusqu'à 10 km en zone périurbaine et 20 km même en zone rurale. Donc ça, c'est sous dérogation. On va pouvoir installer des centrales jusqu'à une puissance de 3 MW crête. Et aujourd'hui, le plus simple, c'est de les installer sur des toitures, des ombrières de parking, des choses comme ça. Voilà. L'idée, c'est que on mutualise et on valorise l'énergie au niveau local. C'est-à-dire que si je ne consomme pas, moi, suffisamment assez, eh ben, la production qui va être générée sur mon site peut être réfléchie vers mes voisins et comme ça alimenter un territoire pour faire vraiment une valorisation intéressante de ces électrons. D'accord, donc on utilise le réseau électrique pour virtuellement associer des électrons produits à des consommateurs autour. Exactement. Est-ce que vous avez des exemples? Je crois que vous avez mené des projets de ce type. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous avez fait et les résultats? Oui, alors pour être très original, comme Cyprien, on a mis des panneaux chez nous. Donc pareil, une installation d'à peu près 500 kW crête en injection totale, donc en vente totale, où les tanneaux la rachètent comme c'était fait classiquement. Par contre, comme sur site, on avait beaucoup moins de consommation interne. Ce que l'on a fait, c'est que le reste de l'installation que l'on a mis, à peu près 100 kg aussi, d'abord on l'autoconsomme sur place, mais comme on a une faible consommation, on a ouvert le reste de la production à notamment le domaine viticole qui est sur le même site que nous, et donc on alimente aussi la distillerie en face de la route avec ces électrons-là. D'accord, merci. On a parlé tout à l'heure de temps de retour sur investissement. Cyprien, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais est-ce qu'on a une idée d'une moyenne, d'un temps de retour moyen d'investissement sur un projet photovoltaïque en autoconso? Ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, chaque projet s'étudie au cas par cas. Ça va dépendre bien sûr de l'autoconsommation, du taux d'autoconsommation qu'on va avoir sur notre centrale. Ça va dépendre du prix d'achat que l'on a sur les contrats d'achat pour nos entités. Le prix de la centrale aussi forcément va aussi impacter. Aujourd'hui, il faut garder en tête que sur une autoconsommation, je disais, on était entre avec les prix là qui sont un peu en train d'augmenter en ce moment encore, qui remontent, on est entre 10 et 15 ans aujourd'hui sur un retour sur investissement. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'État, sur tout ce qui est, on va dire, on va plus toucher le particulier sur de la centrale 3, 6 et 9 kg, c'est qu'aujourd'hui, les tarifs de surplus, ils ont vachement diminué, voire même il y en a presque plus. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de faire de vente de surplus sur des petites centrales 3, 6 et 9. Aujourd'hui, sur la centrale 36 à 100, on a encore un tarif de surplus, mais je pense qu'il va vouer à disparaître. Justement, aujourd'hui, l'État souhaite nous pousser à autoconsommer au maximum en local, plutôt que de faire de la vente totale ou de surplus. Voilà. Tout simplement. D'accord, donc c'est peut-être ça le modèle finalement, c'est de réduire le surplus à vendre, de le stocker via des batteries, comme tu le disais, Valentin. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même, Valentin va le dire après, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, la plupart des postes sources sur le réseau RTE sont saturés. Donc il y a des gros investissements qui sont prévus au niveau de l'État, mais comme on le disait tout à l'heure, aujourd'hui on cherche des économies partout, donc renforcer le réseau, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, donc il faut prévoir entre 5 et 6 ans avant de renforcer certains postes sources, donc des projets en autoconsommation seront mieux accueillis que des projets en vente totale. Merci Valentin, tu voulais peut-être rajouter quelque chose pour conclure? Oui, comme justement l'accessibilité au réseau est compromise, la vente de ce surplus d'électricité qui, entre guillemets, va aussi nous permettre d'aller présenter ces projets-là à des banques,
C'est important aussi de pouvoir financer ces projets-là. Et aussi un peu remise en cause. Aujourd'hui aussi, on développe de nouveaux modèles qui vont être des installations en autoconsommation individuelle, donc directement sur site, sans injection du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas vendre d'électricité à l'État. Le surplus, on va le minimiser, voire l'annuler, pour se raccorder directement à l'installation qui va consommer et faire uniquement des économies d'énergie. Et ça, donc, c'est des produits qui peuvent se proposer à l'achat pour finalement réduire directement sa consommation. Où on met même en place aussi, on innove un peu sur ces modèles-là, du tiers investissement pour finalement avoir un petit peu son groupe électrogène solaire en location sur son site. Ça existe sur des systèmes qui n'ont pas d'ancrage, donc des unités au sol sur des supports lestés, ce qui permet aussi de ne pas forcément verrouiller le foncier. Donc voilà, on va dire que toutes ces périodes d'incertitude nous poussent à innover et à trouver de nouvelles solutions. De nouveaux modèles. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Cyprien, si tu voulais rajouter quelque chose ou ça a été assez complet. Merci en tout cas pour ce sujet-là, ces éclairages. Kevin, je vais me tourner vers toi pour la dernière thématique. C'est on va dire l'optimisation contractuelle de sa manière d'acheter l'énergie. Peut-être pour faire le lien, on a parlé d'autoconsommation, de photovoltaïque, de production. Est-ce qu'il y a un lien avec le contrat de fourniture d'énergie ou pas ? Oui. Alors, on a parlé de beaucoup de bon sens depuis ce matin et c'est super, bonne nouvelle. Cependant, pour les fournisseurs d'énergie, c'est une mauvaise nouvelle. Je m'explique. Quand une entreprise se met à installer du photovoltaïque et à autoconsommer, son profil de consommation va diminuer. Et le fournisseur d'énergie, lui, quand il lui a fait ses prix, il avait anticipé un certain volume. Et si 12 mois plus tard, le volume baisse de 20 à 30%, voire plus, le fournisseur, lui, financièrement, s'y retrouve pas. Donc, les conséquences, on n'y pense pas forcément, mais aujourd'hui, les fournisseurs peuvent refuser de faire des propositions de contrat à des entreprises qui ont des installations photovoltaïques pour autoconsommer ou participer à des projets d'autoconsommation collective, voire même peuvent mettre une clause dans laquelle ils se donnent le droit de revenir sur les conditions du contrat. Donc ça, c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit. Je pense que c'est le sens de l'histoire, on ne reviendra pas en arrière. Cependant, ça complexifie pour les fournisseurs leur politique d'achat et donc ils sont beaucoup plus vigilants sur les propositions qu'ils font. Et donc il faut intégrer une lecture des conditions générales de ces contrats d'énergie avant de se lancer dans des projets photovoltaïques. D'accord, donc il y a bien un lien avec la partie photovoltaïque. Et sur la partie efficacité, est-ce que on peut adapter ou utiliser, ou consommer différemment en lien avec l'efficacité énergétique ? En fait, Maximilien, à plusieurs reprises, a parlé, ou en tout cas, c'était l'esprit, c'était de dire qu'on peut piloter. En tout cas, avec la GTB ou le GTC, on peut accompagner le pilotage des consommations. Et en fait, tout simplement, il faut jouer là-dessus en tant qu'entreprise et de regarder les différents prix de son contrat, parce qu'on a des prix différents sur la partie électricité, on a des prix différents en fonction des périodes sur lesquelles on consomme, notamment entre l'hiver et l'été, les heures creuses, les heures pleines. Mais on peut aussi demander des contrats avec des prix uniques, c'est des demandes spécifiques qu'il faut aller négocier auprès du fournisseur. Et en fait, quand on a des outils de pilotage dans son entreprise, eh bien, il suffit juste de mettre en rapport les prix que j'ai sur mon contrat et comment je peux utiliser derrière ma consommation. Attention, on a parlé aussi de réduction de consommation. J'alerte aussi que les fournisseurs peuvent intégrer des clauses de consommation, de volume de consommation à respecter, ces engagements de consommation, avec une variation de plus ou moins 10%. Alors des fois c'est plus ou moins 5, plus ou moins 10, plus ou moins 15%. Et lorsque vous avez une variation trop importante de votre consommation réelle, vous pouvez avoir des pénalités pour compenser ces écarts. Donc là encore aussi, il faut piloter finement sur tous les outils qu'on met en place. C'est pas infaisable, c'est juste qu'il faut une pratique qu'il faut intégrer et il faut utiliser ces différents outils. Okay. Donc vous optimisez, votre travail c'est ça justement, d'optimiser les contrats de fourniture d'énergie, c'est ça, vous êtes courtier en énergie? Alors effectivement, mon métier c'est de négocier les contrats d'électricité. Je ne suis pas un courtier, on est des acheteurs d'énergie externalisés. La différence, elle est que le courtier va se faire rémunérer par les fournisseurs. Nous, on va se faire rémunérer par les entreprises.
Donc l'intérêt de se faire rémunérer directement par les entreprises, il est assez évident. C'est que le premier, c'est qu'on est lié à aucun fournisseur, donc on peut travailler avec tous les fournisseurs du marché, y compris EDF par exemple, qui lui ne travaille pas avec les courtiers. Et deuxièmement, c'est qu'on a des prix qui sont plus compétitifs et une totale transparence. Et on ne force pas des ventes de contrats de très long terme pour augmenter notre rémunération, surtout quand on est sur un marché extrêmement volatile comme aujourd'hui. Merci. Les leviers, vous justement, quels sont pour entrer dans le dur du sujet? Vous avez parlé d'optimisation des contrats d'électricité. Vous faites que la fourniture d'électricité? Alors là, on rentre dans le détail, et c'est là que c'est intéressant, c'est parce qu'une facture d'électricité, il y a 3 blocs. J'essaie de faire simple, il y a 3 blocs. Il y a le coût de l'énergie, donc ça c'est le prix du mégawattheure ou le prix de l'électron de gaz, de la molécule de gaz. Et vous faites... Pardon, on intervient sur les 3. Oui, ok. Mais vous optimisez les factures d'électricité et de gaz naturel aussi? Exactement. Oui, okay. Électricité et gaz naturel. Oui, donc les factures d'énergie, il y a 3 blocs. Il y a la matière première, donc qui est le prix de la molécule ou de l'électron. C'est donc souvent quand on entend parler du coût de l'énergie qui monte ou qui baisse, en fait on ne parle que de la partie énergie, qui représente, en fonction des factures et du prix unitaire auquel vous avez, c'est environ 50 à 60% de votre facture. Ensuite, vous avez la part transport. Donc là, on parle de Enedis et du réseau. Et donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est effectivement important, c'est que le coût du réseau avec la transition énergétique, etc., il va augmenter. Donc la part du réseau aujourd'hui représente en moyenne entre 20, 25 et 30%. Quand il est bien optimisé, mais parfois vous avez un compteur qui est surdimensionné ou sous-dimensionné. Et dans ce cas-là, votre part transport, elle explose. Et vous pouvez la diminuer avec un ajustement technique sur votre compteur. Ça n'a rien à voir avec la négociation du fournisseur, mais vous pouvez réduire le montant de votre facture hors taxe en jouant sur le réseau, le coût du transport. Et troisièmement, c'est les taxes. Je ne parle pas de TVA, je parle de taxes énergétiques. D'accord ? Donc c'est avant la TVA. En fonction de votre activité, vous pouvez avoir droit à une exonération partielle, voire totale, de certaines taxes. Qui peut représenter 25 € du mégawattheure actuellement. Donc ça peut faire une sacrée différence. Donc quand on accompagne une entreprise sur ces sujets-là, c'est pour ça qu'on peut mettre de l'efficacité énergétique, on peut mettre de la production. Le coût du kilowattheure, il bouge en permanence, mais il faut regarder aussi tout le reste, parce que ça représente 40% de votre facture. D'accord. Et demain, ça représentera plus, vu qu'on consomme moins d'électricité. Ok, donc c'est aussi, j'imagine, un travail du coup sur mesure en fonction de l'activité, où tu parlais de taxes en fonction des activités, donc ça c'est un truc que tu regardes, quoi. Ouais, effectivement, le point de départ c'est qu'on n'a pas, mais je pense que c'est un point clé de ce qu'on a dit un peu ce matin, c'est que à chaque fois c'est de la personnalisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution qui s'applique, une solution unique pour tout le monde, c'est de la personnalisation. Il faut faire un audit de ces contrats, il faut commencer par regarder quel est mon profil de consommation, quels sont mes projets, parce que si à partir du moment où on commence à avoir des projets d'autoconsommation ou de travailler sa conso, il faut l'intégrer, parce que nous du coup quand on va aller challenger les fournisseurs, on va l'intégrer, on va demander des clauses spécifiques, la durée du contrat qu'on va proposer n'est pas forcément la même, on va regarder le coût du transport, le coût des taxes, et en fonction de ça, c'est différents leviers et qui permettent de réduire la facture de l'électricité, et surtout c'est que ça fluctue, que ce soit le prix de l'électricité, du transport, des taxes, ça fluctue en permanence, donc il faut assurer une vérification de ces conditions contractuelles, et ça c'est quelque chose que je pense que toutes les entreprises font, c'est-à-dire elles contrôlent leurs factures de matières premières, je pense que toutes les entreprises le font. Est-ce qu'elles contrôlent toutes leurs factures d'électricité? Je ne suis pas sûr. Et nous, pour le coup, c'est ce qu'on propose aux entreprises, et ce qu'on conseille, c'est qu'elles fassent une vérification de facture systématique, parce qu'il y a parfois des erreurs de facturation, soit de prix unitaire, soit de volume réellement facturé, qui peuvent être des erreurs parfois de Enedis sur une saisie manuelle. Ça arrive rarement, mais ça arrive. C'est peut-être le fournisseur qui se plante sur un relevé de consommation. Et il peut y avoir des avoirs. Et juste pour donner un titre d'exemple, l'an passé, sur les 600 entreprises qu'on accompagne, on a récupéré 70 000 € d'avoirs rien que sur 2024. Et sur 2025, on n'en est pas encore là, mais on n'est pas très loin. Donc vous récupérez des avoirs sur des erreurs de facturation. Exactement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, oui, donc il y a la négociation initiale et puis le suivi. Exactement. Okay. Est-ce que, on l'a vu, hein, le métier de courtier en énergie, vous êtes acheteur externalisé, mais on a vu beaucoup d'offres ces dernières années avec la crise énergétique. Le prix a beaucoup baissé quand même depuis. Est-ce que c'est le bon moment maintenant d'acheter ? Alors effectivement, le prix de l'électricité a fortement baissé, surtout ces 24-18 derniers mois. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des opportunités de marché.
Mais attention, on parle de l'énergie, il y a deux énergies, il y a l'électricité d'un côté et il y a le gaz de l'autre. Ces deux énergies ne s'approchent pas de la même manière. D'ailleurs, c'est une situation un peu spécifique et particulière qu'on a actuellement, à savoir qu'aujourd'hui, le prix du gaz, plus on avance dans le temps, plus le prix du gaz diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez du gaz sur 12 mois, vous allez le payer plus cher que si vous l'achetiez sur 36 ou 48 mois. D'accord ? Jusqu'à là, a priori, normal. Plus le temps est long, plus je baisse mon coût unitaire. L'électricité, absolument le contraire. Donc là, tout le monde se demande mais pourquoi ? Parce que le prix aujourd'hui de l'électricité, il est beaucoup moins cher pour l'année 2026 que pour l'année 2028 ou l'année 2030. Il faut savoir que les prix de l'énergie, ils se fixent par année. Donc quand vous achetez un contrat, le fournisseur, lui, il a un prix d'achat, c'est un prix de référence, qui est par année. C'est un peu comme si vous achetez votre billet de train. Vous avez un prix pour lundi, un prix pour mardi, un prix pour mercredi. Dans l'énergie, vous avez un prix pour 2026, un prix pour 2027, un prix pour 2028. Eh bien aujourd'hui, le prix le moins cher sur les 5 prochaines années, c'est 2026, c'est demain. Et le prix le plus cher, c'est 2030. Et ça monte de manière graduelle. Et donc on est quand même aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, à 53, 54 euros du mégawattheure pour 2026. Donc ça fait 5 centimes du kilowattheure. Le prix de marché de gros, hein, on entend. Là-dessus, les fournisseurs mettent leur marge. On est donc on est revenu à des prix d'avant-crise. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des opportunités sur 2026. Et sur les années suivantes, on monte pour 2028, on a 58 euros. Pour 2030, on approche les 60, plus de 60 euros. Pourquoi ? Parce qu'on s'attend à une tension sur la demande de l'électricité dans les années à venir, et que là, de manière très ponctuelle sur l'électricité, il y a une production nucléaire qui est bonne, pas de problème de production nucléaire. On a des réserves de stock de gaz qui sont en France qui sont très bonnes, donc si l'hiver est rude, on a du gaz, en stock, on n'a pas besoin d'en acheter du gaz. On a une consommation qui est à tonnes, malheureusement, donc c'est pour ça que on peut pas forcément. Il faut être content de la baisse des prix, mais les causes de l'explication de la baisse des prix traduisent aussi qu'une activité économique est en berne. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Donc malgré tout, aujourd'hui, il y a des opportunités de marché sur l'électricité. Donc oui, ça peut être le moment de regarder vos contrats. Si vous avez signé des contrats en 2024, forcément aujourd'hui, vous aurez des prix beaucoup moins chers. Donc effectivement, il y a des opportunités d'achat. D'accord, c'est clair. Au-delà du prix du marché, vous avez parlé, bien expliqué le prix du marché à l'instant T, mais est-ce qu'il y a d'autres critères qui permettent d'avoir une offre performante ? Alors, les autres critères, on va dire qu'il y a deux critères qui sont très factuels et un qui est plus subjectif. Les deux critères, ça va être, le factuel, ça va être la stratégie commerciale du fournisseur. C'est-à-dire chaque fournisseur, vous avez une quarantaine de fournisseurs qui interviennent sur le marché français pour les professionnels. Donc souvent, on a en tête les 4-5 plus gros. En fait, il faut savoir qu'il y a des fournisseurs et producteurs d'énergie français, hein, ou européens, mais français aussi, qui sont dans des régies, dans des territoires ruraux, qui sont des régies locales, qui produisent eux-mêmes de l'électricité et qui vendent sur le marché. Ils ne sont pas connus du grand public parce qu'ils n'ont pas les budgets marketing pour y arriver, qui ne vendent pas aux particuliers, mais par contre qui sont très bons sur les professionnels. Très très bons. Et donc on a une quarantaine de fournisseurs, des gens qui sont très sérieux, il n'y a pas de problème, et vous pouvez mettre en compétition tous les fournisseurs. Et donc évidemment, je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais chaque fournisseur a sa propre politique d'acquisition, ses propres cibles. Donc en fonction de votre code d'activité, en fonction de votre volume de consommation, en fonction de votre profil de consommation, vous pouvez avoir des offres qui vont être très différentes en fonction des fournisseurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous demandez une consultation, vous avez des offres, vous demandez des offres à différents fournisseurs le même jour, pour que le prix d'achat soit le même, et vous avez des écarts de 10, 15, parfois même 20% entre 1, 2, 3, 4, 5 fournisseurs. Pourquoi ? C'est parce que vous allez avoir un fournisseur pour qui votre profil va correspondre parfaitement son scoring. Et du coup, il va vous faire une offre très intéressante. Donc c'est la stratégie commerciale des fournisseurs. La marge, pour faire simple, du fournisseur. Deuxième sujet, c'est le scoring financier. Le scoring financier, aujourd'hui, les fournisseurs d'énergie regardent la santé financière des entreprises. 1, le code d'activité. 2, la note financière. Et en fonction de ça, ils vont décider de se positionner, de faire une offre ou de ne pas faire d'offre. Ou alors de faire une offre avec des prix prohibitifs. Donc ça, c'est 2 points factuels. Et le troisième, qui est plus subjectif, mais qui joue, et ça, c'est un message qu'il faut faire passer parce que
Souvent, quand j'interviens ou quand on me pose la question, les gens ne me croient pas. Pourtant, c'est vraiment le cas. C'est le projet de l'entreprise. C'est-à-dire que, en fonction du projet de l'entreprise, si c'est un projet qui a du sens, si c'est un projet de territoire aussi, parce que vous avez des fournisseurs locaux dans le sud-ouest, par exemple, je pense qu'on est en Charente-Périgord, donc c'est important de parler des cas d'aujourd'hui. Vous pouvez avoir des fournisseurs qui peuvent être sensibles, ou alors par rapport à l'activité. Nous, clairement, aujourd'hui, quand on va avoir des fournisseurs qui présentent un dossier, et l'entreprise, elle se présente son projet et qu'elle présente ce qu'elle souhaite faire dans les années à venir, il peut y avoir des fournisseurs qui sont intéressés pour faire des propositions commerciales très attractives. Donc, il faut l'avoir en tête, c'est que souvent, il y a des belles histoires de PME ou d'entreprises familiales. Donc, ici, on est sur l'agricole, et donc il y a beaucoup de sujets. Si on présente bien le dossier, on va avoir des offres très compétitives parce que les fournisseurs vont le récupérer. Je prends l'exemple de Happy mais Supérette, qui est un client je pense que si vous devez connaître, Happy mais Supérette, que j'accompagne. Ils ont des prix hors marché. Ils ont des prix de dingue. Je les accompagne depuis 3 ans. Pourquoi ? C'est parce que le projet, il est symboliquement beau et le fournisseur qui a fait cette proposition-là, il a fait une offre hors marché. Voilà. Ça, c'est un exemple très précis. D'accord, intéressant. Vous avez parlé de suivi des marchés, de veille des marchés. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce suivi des marchés ? Vous faites quoi concrètement ? Je crois qu'il y a une diapo pour illustrer un petit peu ça. Tout à fait. Qui permettra de voir un comment petit peu parfait, comment vous accompagnez les entreprises dans l'achat d'énergie. En fait. Donc là, l'idée c'était d'illustrer le suivi du marché, parce qu'on dit souvent il faut surveiller le marché, Mais ça très bien, mais ça veut dire quoi ? N'importe quelle entreprise peut suivre le marché, il suffit de vous abonner à des newsletters, des pages LinkedIn, et puis vous avez toutes les semaines les prix du marché de l'électricité. Là, l'idée c'est d'illustrer concrètement qu'est-ce que c'est un suivi de marché. Donc là, je vous ai mis une présentation, un graphique qui représente le prix pour l'année 2026. Donc vous vous rappelez, il y a un prix par année, donc là c'est le prix de l'année 2026. Le début de la courbe, tout à gauche, donc par ici, c'est janvier 2024. Janvier 2024, pas 2025, 2024. Et tout à droite, c'est aujourd'hui. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir la variation du prix 2026 sur les 18, 20 mois, 22 mois même. On voit qu'on a 2 pics hauts, qui sont aux alentours des 75 € du mégawattheure, et on a 2 pics bas en mars 2024, en mai 2025, et depuis septembre, on est redescendu en dessous des 60 € du mégawattheure. Donc quand on parle de suivre le marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va regarder les variations, et l'entreprise doit regarder ces variations et doit savoir à quel moment elle doit demander des offres aux fournisseurs. Si vous êtes en échéance au 1er janvier 2026, et que vous avez renouvelé votre contrat là au dernier moment, c'est jackpot parce que c'est le meilleur moment. Là, si vous avez renégocié depuis septembre. Mais si les prix étaient à la hausse, c'était malheureusement la douloureuse, quoi. Donc la difficulté, c'est qu'il faut anticiper les variations. Et donc là, on voit qu'on a des variations de plus ou moins 30%, 40% sur ces prix-là. Et donc, quand il y a des pics bas, c'est ce que nous on appelle des fenêtres d'opportunité, et c'est à ce moment-là que l'on peut réserver ces tarifs. Et quand on est une entreprise, l'idée, c'est pas forcément d'acheter au moment où on a une offre, mais c'est peut-être, par exemple, si j'avais été une entreprise qui avait un contrat qui démarrait en 2026, mon contrat actuel s'arrête au 31 décembre 2025, et bien en mars 2024, plus de 18 mois avant, j'aurais fait une proposition pour connaître le prix du marché. À date là. Et en fonction de la date, soit je décide de réserver mes prix pour 2026, en fonction du prix, soit j'attends. Et si j'attends, après je mets une pièce dans la machine. Et on se rend compte qu'il y a eu deux opportunités très courtes, mars 2024, mai 2025, et ensuite la majorité du temps, on était bien au-dessus. Et on voit qu'on est quasiment, il y a une quinzaine d'euros par mégawattheure supplément. Après, ce qui n'est pas facile, là, avec du recul, c'est facile de dire c'est à ces périodes qu'il faut acheter, mais ce qui est
au moment où le prix descend, on ne sait pas qui va remonter derrière. Est-ce que vous aidez justement l'entreprise dans la prise de décision pour dire, là voilà, je pense que ça va remonter, ou attendez encore un petit peu, ça va descendre? C'est ça qui n'est pas facile, quoi, à percevoir. Oui, effectivement, le sujet... Vous établissez des règles ou... Ça, c'est une excellente question, parce qu'en fait, voir que la courbe elle descend ou qu'elle monte, ça, tout le monde sait le faire. On n'a pas besoin de sortir... c'est assez simple pour comprendre. La question, c'est de savoir est-ce qu'elle va continuer de descendre ou est-ce qu'elle va remonter. Ou si elle monte, est-ce qu'elle va continuer de monter ou est-ce qu'elle va redescendre. Donc nous, évidemment, notre métier, c'est de se sourcer auprès des différents experts pour connaître les tendances, savoir expliquer pourquoi le prix monte ou le prix baisse. Donc là, j'ai expliqué pourquoi le prix baisse et pourquoi je pense qu'effectivement, il y a des opportunités pour acheter de l'énergie aujourd'hui. Voire même si vous avez signé un contrat très cher, de peut-être le résilier pour profiter des nouveaux tarifs. Donc nous, c'est d'apporter une explication du pourquoi et donner une tendance. Ensuite, c'est aussi d'aider l'entreprise à calculer son exposition au risque de l'énergie. Parce que la même situation, deux entreprises qui ont un contrat qui démarre en 1er janvier 2026, imaginons, j'ai deux entreprises différentes qui démarrent toutes les deux un contrat au 1er janvier 2026, et là on se retrouve en mars 2024. J'ai pas forcément donné le même avis aux deux entreprises. Je leur dire, il y en a une peut-être que je vais dire signer maintenant, une autre je vais dire on peut attendre. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est son exposition au risque de l'énergie par rapport à son coût de production, par rapport à ses charges. Il y en a qui vont avoir la part énergie, c'est un faible pourcentage, et d'autres pour qui, au contraire, ça va avoir un impact significatif. Et donc dans ce cas-là, la stratégie va pas forcément être la même. Et puis après, ça dépend aussi de l'exposition au risque de l'entreprise. Est-ce que le chef d'entreprise va aller chercher la performance? Et dans ce cas-là, on dit, on attend, on va jeter une pièce en l'air, on espère qu'à un moment donné, on ait un prix encore plus intéressant. Ou alors, l'entreprise veut se sécuriser, ok, on y va, les prix sont bons, j'ai pas trop de risques, pour que ça descende plus bas de toute façon. Par contre, je prends plus de risques que les prix montent. Et donc, je me positionne maintenant. Ok. Tu as parlé de possibilité de résilier un contrat et donc de partir sur une offre qui aujourd'hui est relativement intéressante, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est souhaitable aussi de le faire? Est-ce que c'est possible? Complètement, 100%. Est-ce que c'est souhaitable? Ça dépend de plein de sujets. Principalement, ça dépend des conditions de sortie de son contrat, c'est-à-dire des frais. Parce qu'en fait, quand vous sortez d'un contrat d'électricité, il n'y a pas de problème, ou de gaz, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites-le sans problème. Par contre, vous avez des pénalités de rupture anticipée. Donc, en fait, il y a un calcul mathématique à faire. Si je sors de ce contrat-là, quelles seraient les économies que je générerais avec un nouveau contrat? Et est-ce que ces économies financent les frais de résiliation? Donc, c'est un jeu administratif et mathématique. Mais il faut regarder. Aujourd'hui, quand on voit les prix, si vous avez signé un contrat en 2024, clairement, il faut regarder. Même en 2025, en fonction du prix. Ok. Peut-être pour terminer sur les perspectives et les tendances aujourd'hui des marchés, est-ce que tu as une vision là-dessus? Alors, ça c'est le message que j'essaie de faire passer à chaque entreprise qu'on accompagne avec nos équipes, c'est de dire que personne n'avait prédit que le prix redescende aussi bas. En fait, il faut être très clair, personne, moi le premier, j'avais jamais dit que le prix allait redescendre aussi bas. Les grands experts qui nous accompagnent, qui donnent plein de sujets, personne n'avait prédit que les prix redescendent aussi bas. Même l'État. 2024, ils annoncent une réforme des prix avec une règle avec EDF. Et puis finalement, ils sont bien contents que cette réforme-là n'ait pas été jusqu'au bout, parce qu'aujourd'hui, ils s'en mordraient les doigts, vu les prix les prix de marché. Donc, on est quand même sur un marché qui est très volatile. Donc ça c'est le premier enseignement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a décidé d'arrêter en grande partie, quasi-exclusivité, d'arrêter d'acheter du gaz aux Russes, pour des raisons qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, du coup, ça veut dire quoi? On a remplacé le gaz qui arrivait en gazoduc de Russie, donc d'un point A à un point B, qui arrivait régulièrement. On l'achète sur des bateaux méthaniers, donc du gaz naturel liquéfié qui est transporté par bateau sur des conteneurs, du threading à Trump et compagnie. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Quel est le choix le plus sûr? Je ne sais pas. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert, donc on a un prix de l'énergie qui est bas. Par contre, demain, il y a un conflit X ou Y, ce qui se passe dans le mondial. On a le canal de Suez qui est bloqué, les prix du gaz remontent. On sait que le prix de l'électricité est impacté sur le prix du gaz. Boum, ça flambe. Peut-être que ça ne reflambera pas comme en 2022, mais en tout cas, on peut avoir un prix qui fait x2, un prix qui fait x3. Donc, aujourd'hui, oui, on est sur un point bas, mais c'est un peu anormal.
pense que la norme est plutôt sur des prix un peu plus élevés. Donc, le conseil que nous, on donne aux entreprises, c'est effectivement acheter quand l'énergie est bas, il faut sécuriser sur ces contrats. Par contre, il faut continuer d'investir sur des outils de production d'énergie, sur la maîtrise et la réduction de ses consommations, parce que peut-être que c'est moins rentable à l'instant T, mais ça c'est quand on a une vue court-termiste, juste devant le bout de son nez. Si on regarde à 5-10 ans, une entreprise qui investit sur la production d'énergie solaire, sur la maîtrise de ses consommations, c'est une entreprise qui prend de l'avance, parce qu'elle sera sécurisée financièrement, et du coup, elle aura un compte de résultat qui sera meilleur, pour faire simple. Ok, merci. Volatilité des prix, effectivement, on n'avait pas prévu la baisse, on n'avait pas prévu la hausse non plus en 2021, qui étaient liées à des raisons notamment géopolitiques, entre autres. Ouais. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres points, des points à rajouter sur cet Pour moi, aspect c'est clair. d'optimisation des Moi, c'est bon. Ok. Si y a des questions, je réponds. Eh bien, on va peut-être passer justement aux questions. Merci à vous quatre. Ce que je vous propose, c'est de poser des questions si vous avez des cas concrets, des questions, des exemples, des illustrations. D'ailleurs, on va peut-être faire passer le micro s'il y a des questions, en tout cas. Bonjour, Miguel Gomez de la société Fondason. J'ai un peu compris que tout le monde pouvait nous aider, notamment côté professionnel. Mais vous, CA, Crédit Agricole, comment vous pouvez nous aider aujourd'hui? Comment vous nous accompagnez aujourd'hui sur ces sujets-là? Parce qu'on a entendu Cyprien parler, Valentin, oui, c'est vrai qu'on Maximilien, mais pas vous. Merci pour la question. C'est vrai qu'on a parlé un peu du financement tout à l'heure, du leasing. Peut-être Caroline Bonnet, qui est la responsable du Centre d'affaires énergie-climat. Peut-être je te laisse la parole pour répondre. Donc effectivement, on fait un métier de banquier pour accompagner les entreprises qui choisissent d'investir dans leur trajectoire de transition énergétique. Donc on propose des financements classiques pour accompagner ces projets. Et on a différentes techniques en fait de financement. Soit c'est de la dette moyen terme, soit des outils de leasing, comme ce qui a été évoqué par Maximilien tout à l'heure. Et on peut aussi accompagner les entreprises sur des modalités un peu plus innovantes, comme de l'investissement, c'est-à-dire que c'est la banque qui va apporter l'investissement à la place de l'entreprise, en particulier sur des unités de production d'énergie. Et la spécificité de la caisse régionale Crédit Agricole, c'est qu'on a une équipe qui est multi-compétences, qui regroupe des compétences techniques et des compétences d'ingénierie financière, ce qui permet d'amener beaucoup de valeur sur l'appréciation de vos projets et de réussir à les faire sortir de terre pour que vous puissiez en bénéficier pour vos entreprises. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant, j'ai peut-être juste une question, Kevin. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir un seul fournisseur pour le gaz et l'électricité ou pas? Il n'y a pas d'offre plus performante quand on regroupe du volume sur les deux énergies? Le seul intérêt, c'est par simplicité administrative. Ouais. Voilà. Suivi des consos, peut-être justement. Ouais. Enfin, okay. Après, ça peut être intéressant si vous êtes un très gros consommateur et que, en plusieurs gigas, qu'effectivement vous cumulez chez le même fournisseur. En dessous, comme c'est pas les mêmes énergies, comme on a expliqué, c'est deux marchés différents, les achats sur les fournisseurs sont différents, donc pas d'intérêt. D'accord, merci, c'est clair. Y a-t-il d'autres questions? Oui, c'était clair, a priori. Merci. Vous avez parlé notamment des batteries qui peuvent accompagner une centrale solaire. Est-ce que les véhicules électriques, justement, est une alternative, est une batterie, justement, qui peut être réutilisée pour réinjecter de la production, des kilowattheures dans la consommation du bâtiment?
Alors c'est une bonne question. Oui et non. Oui, dans le cas de flotte privée et fermée. C'est-à-dire une entreprise qui a ses propres véhicules, les batteries lui appartiennent, et donc il peut, si la technologie du véhicule le permet et la borne de recharge aussi, il faut que ça puisse communiquer dans les deux sens, venir justement stocker l'énergie au moment où il en a trop et la réinjecter, comme finalement que la batterie elle soit dans la voiture ou posée à côté du bâtiment, peu importe, la réinjecter au moment où on a besoin de consommer plus. Ça, c'est possible aujourd'hui. En dehors de ces flottes fermées, d'un point de vue réglementaire, légal, il y a des expérimentations au niveau des gestionnaires de réseau, d'Enedis notamment, pour voir ce que ça peut donner, mais il y a encore une énorme marche réglementaire à passer avant que chaque personne accepte de se faire pomper entre guillemets l'électricité de sa voiture après avoir fait le plein chez lui et repartir avec les batteries à moitié vides en fin de journée. Ça, c'est voilà, on n'y est pas encore. Il va y avoir une grosse phase de réglementation et une phase aussi d'acceptation avant de pouvoir y arriver. Mais pour les flottes captives, c'est tout à fait possible. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet efficacité, achat d'énergie, fourniture d'énergie? Oui. Bonjour, Jean-Michel Audouy, producteur en énergie photovoltaïque. Juste une remarque quand on produit sur l'énergie réactive. En fait, quand on reçoit nos relevés, on s'aperçoit qu'il y a de l'énergie réactive qui baisse notre facturation. Et ça, on ne le sait pas. Enfin, je dirais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? C'est un sujet technique, mais... Oui, alors l'énergie réactive peut être pilotée au niveau des paramétrages des onduleurs. Ça, c'est le premier point, pour pouvoir idéalement rentrer dans les critères d'acceptation des gestionnaires de réseau. L'impact que ça peut avoir, ça va être principalement des pénalités en cas de dépassement de taux d'acceptabilité, et notamment sur le réseau. Et donc on va avoir des pénalités au niveau de la facturation du TURP, si je ne dis pas de bêtises. Et je vais laisser le relais. Exactement, là on rentre dans la notion le bandeau transport, le deuxième chapitre sur la partie facturation. Effectivement, il y a une explication technique. À partir du moment où on produit, on peut générer de l'énergie réactive. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une étude d'optimisation de vos puissances souscrites pour voir quelle serait la puissance la plus adaptée à installer sur votre compteur qui permettrait de réduire la part de pénalité liée à l'énergie réactive. J'essaie de faire... Alors, je fais un petit raccourci, mais globalement c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder votre profil de consommation sur les 12 mois. Je ne parle pas de la consommation en mégawattheure, mais je parle de la consommation, des puissances atteintes sur le réseau. La difficulté, c'est que c'est lié aussi avec votre production solaire, donc qui est par définition variable. Cependant, il y a un calcul à faire. Donc, sachant que la part de transport, vous le payez à votre fournisseur, mais en fait, le fournisseur applique les prix déterminés par Enedis. Et ces prix Enedis, il y a 5 prix différents, donc on peut vite se perdre. Et il faut regarder sur l'ensemble de l'année, les différents points, toutes les 10 minutes, sur 12 mois, donc ça fait 52 000 points, je crois. Et après, il faut faire un travail, une projection financière pour savoir quel est le bon niveau de puissance souscrire à demander. Ça fait partie de vos compétences ou... Oui, tout à fait. D'accord. Il n'y a plus de questions?
Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure, d'arrêter là. Ce que je propose, Benoît Legrand, je vous propose de conclure. Donc Benoît Legrand qui est directeur des engagements et des entreprises au Crédit Agricole Charente-Périgord, qui va dire des mots de conclusion. Peut-être juste avant, je voulais juste redire que le Club Énergie Climat, on se réunit 2 à 3 fois par an, soit sur des conférences de ce type, des tables rondes, on va dire plutôt, soit sur des réunions en plus petits comités. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous êtes intéressé pour participer à ce club, pour échanger, partager des bonnes pratiques et présenter éventuellement des retours d'expérience qui peuvent être intéressants pour tous. Voilà. Benoît Legrand. Merci Patrick. Donc effectivement, je suis Benoît Legrand, je suis en charge depuis une grosse semaine de la direction entreprise et engagement du Crédit Agricole Charente-Périgord. Jusqu'à présent, ça fait presque 3 ans maintenant que je suis dans la caisse et j'étais auparavant en charge du réseau d'agences. Voilà. Donc merci en tout cas aux intervenants, parce que j'ai trouvé ça super intéressant, très clair et très... c'est pas toujours clair. D'ailleurs, sur le dernier sujet de l'énergie réactive, je veux bien un cours particulier. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, intervention très claire et de qualité qui m'inspire les... Puis merci aussi à Patrick et Caroline d'avoir proposé ce sujet très, très finalement pratico-pratique, très concret. Là, on n'a pas fait de philosophie, c'était très, très concret. Et puis d'avoir structuré les échanges de cette manière autour finalement des leviers d'économie d'énergie, réduire sa consommation, la produire soi-même son énergie consommée en autoconsommation, optimiser ses relations avec ses fournisseurs. Voilà, c'était très bien. Nous, de notre côté, le Crédit Agricole, on est un acteur majeur, à la fois de la vitalité des territoires et puis, depuis quelques années, des transitions, à la fois en tant que financeur et qu'investisseur, puis aussi de conseil sur les risques de transition auxquels sont confrontés nos clients, à la fois dans leur action, mais surtout dans leur inaction. Et puis, nous avons finalement, tant le groupe que Charente-Périgord, déjà depuis quelques années, structuré et mis des moyens pour adresser ces enjeux sociétaux, des enjeux de performance économique, de compétitivité, de développement du territoire, qui sont liés aux transitions et notamment à la transition énergétique. Et ces enjeux, aujourd'hui, ils sont bien percutés par d'autres enjeux d'économie budgétaire et de réalisme budgétaire de l'État. En tout cas, néanmoins, cette stratégie, nous, on l'a confirmée, vous avez vu peut-être ou pas, qu'hier, le groupe Crédit Agricole a publié son plan moyen terme pour les 3 prochaines années, donc son plan moyen terme 2028. Et nous, on est en train, nous, Charente-Périgord, de travailler à notre propre prochain plan moyen terme, celui qui est en cours se terminant l'année prochaine. Cette stratégie d'accompagnement des transitions, bien évidemment, elle est confirmée dans ce plan moyen terme, et j'ai aucun doute sur le fait que pour Charente-Périgord également, cette stratégie sera confirmée. Bon, on est sur un cadre réglementaire, législatif, un contexte de marché qui est quand même très compliqué. C'est ce qu'on se disait avec Laurence avant qu'elle parte. C'est quand même tout ça, c'est très compliqué à lire pour le chef d'entreprise. Mais ce qui est sûr, moi, ce que je retiens en tout cas, c'est 2 points. Les modèles se transforment vers moins d'intervention de l'État, réalisme budgétaire, on en parlait tout à l'heure, moins de subventions. Et 2, les prix de l'énergie vont augmenter. C'est clair. Et la baisse, ils sont volatiles, c'est compliqué de se protéger. Et c'est un peu notre métier d'ailleurs aussi, parce que nous, on protège nos clients de leur variation de risque de taux, de risque de change, parfois de risque matières premières, notamment agricoles. Bon, c'est compliqué de se protéger, mais ça va augmenter. La tendance est à l'augmentation. La baisse récente ne doit pas occulter, d'une part, les risques géopolitiques qui peuvent toujours créer des tensions, qui vont créer des tensions, puis d'autre part, les besoins croissants d'électrification des secteurs. Je pense au transport, je pense au bâtiment, je pense au numérique, aux besoins croissants d'intelligence artificielle. On a les gens de la tech qui commencent à acheter des centrales nucléaires. C'est quand même assez marquant. Et donc, finalement, chaque chef d'entreprise, chaque élu local, chaque décideur doit, s'il ne l'a pas encore fait, urgemment se saisir de ce sujet et se projeter rapidement dans l'action. C'est la vocation, alors humblement, la vocation de ce club, d'aider à ça, et d'aider à la fois à la prise de conscience, à l'échange, mais aussi à la mise en action. Et en conclusion, je dirais qu'on doit absolument réfléchir à comment on donne
plus d'audience à ce club. On n'est pas assez aujourd'hui, on n'est clairement pas assez, et on devrait avoir tous nos clients, entreprises, ou en tout cas qui remplissent cet amphithéâtre, et on devrait faire la même chose à Bergerac. Voilà, ce sera le mot de la fin, et encore je renouvelle mes remerciements à ces échanges très intéressants auxquels on a assisté ce matin. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, merci encore aux intervenants, et puis merci à vous tous de votre présence. Et écoutez, de toute façon, les intervenants sont là si vous le souhaitez pour échanger sur des projets concrets. Merci, bonne fin de matinée.